Un peu comme moi, personne ne sait pourquoi il est là. Et il dit ouais, ça sert à rien de rêver, personne n'aura HEC dans cette classe. Ici, on vise Schema. Et tu vois, enfin, j'ai rien contre Schema, hein, c'est une bonne école, mais c'est juste en termes d'émulation collective, en termes de motivation, en termes de comment les profs croient en toi, c'est un peu limité. Enfin, c'est pas... Tu vois, ça fait que 5 minutes qu'on est là, tu vois. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je suis Demel Yedo, je vous présente Open Mind Room, la série dans laquelle je rencontre des gens passionnés qui me racontent leur métier. Je vous présente Dean Long, il est diplômé d'HEC et travaille aujourd'hui aux Nations Unies. Dans cette vidéo, il me raconte son parcours depuis Paul Valéry jusqu'à HEC et comment il a finalement atterri aux Nations Unies. Il me parle également de son podcast, de son intérêt pour l'entrepreneuriat social et bien d'autres choses. Cool. Ouais, merci Demel. Du coup, je m'appelle Dean Long. C'est un prénom vietnamien, ça veut dire temple du dragon. Du coup, mes deux parents sont vietnamiens, mais moi je suis né en France, j'ai grandi en France. Et en ce moment, j'habite au Cambodge. Je travaille pour le PNUD, donc c'est un peu inconnu en France, mais ça veut dire le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est une des agences de l'ONU. Et en gros, on travaille avec des jeunes qui ont 15-35 ans, donc c'est assez vaste. Et on les aide soit à lancer, soit à développer leur projet à impact social. Donc ça, c'est mon taf principal. À côté, j'ai aussi un podcast, donc c'est pour ça que j'ai un micro. J'ai un podcast qui s'appelle Lifeline, où en gros, j'interviewe plein d'acteurs du changement qui viennent du monde entier. Et pareil, ce que tu fais, c'est vraiment comprendre quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils font, quel est l'impact qu'ils veulent avoir, quelles ont été leurs difficultés, leurs succès, et comment est-ce que les auditeurs peuvent s'en inspirer pour leur propre projet. Et après, il y a plein d'autres projets que je fais. En ce moment, cette année, j'ai aussi commencé à enseigner à l'université au Cambodge. Du coup, j'enseigne à la Royal University of Law and Economics. Et à peu près sur l'entrepreneuriat social, et c'est des étudiants en Master 2. Et voilà. Bon, après, il y a plein d'autres trucs que je peux te dire, mais... Et là, je suis de passage à Paris pour Noël et Nouvel An. D'accord, ok, parfait. Bon, merci. Et donc là, ta présentation, tu as dit que tu as grandi en France, c'est ça? Ok, tu peux un peu me parler un peu de ton parcours en France avant d'atterrir au PNUD, hein, qu'est-ce que tu as fait comme études et tout. Et voilà. Yes. Moi, je suis né à Saint-Martin-d'Air. C'est une petite ville à côté de Grenoble où tous les Grenoblois naissent. Et je me souviens pas trop de Grenoble, mais du coup, mes parents, ils sont montés à Paris quand j'avais 6 ans. Du coup, c'est à 6 ans que je suis arrivé à Paris. J'ai fait toute ma vie à Paris 13, le meilleur quartier de Paris. Et ouais, en gros, j'étais pas un étudiant, enfin, j'étais pas un élève hyper fort à l'école, mais j'avais quand même des facilités. Mais moi, je jouais que aux jeux vidéo toute la journée, en gros, et aux cartes Yu-Gi-Oh, aux cartes Magic. Et ouais, en fait, j'ai fait mon lycée dans le 13e, lycée Gabriel Fauré. Et en gros, ce que je dis souvent, c'est que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, quand j'étais jeune. J'imagine comme la majorité des jeunes aussi. Ouais, je voulais être, je sais pas, journaliste, ingénieur, un peu de trucs random. Et en fait, en terminale, je me suis dit, vas-y, je vais faire une école d'ingé. J'ai envie de faire... et du coup, je regardais les classements et tout. Vas-y, je vais faire l'INSA Lyon. Parce que j'ai pas envie de faire une prépa, donc j'ai envie de faire une post-bac. Et du coup, j'ai commencé à regarder et tout. Sauf qu'avec mon lycée, ils organisaient une visite à Centrale Paris. Du coup, on est tous allés avec ma classe. Et en fait, il y avait plein d'écoles d'ingé qui te présentaient ce qu'ils faisaient. Et t'avais une salle à côté où t'avais un prof d'HEC qui présentait HEC. Je sais pas ce qu'il foutait là, je crois qu'il avait pas le droit. Il était en mode, il y avait une salle vide. Et c'est l'ancien directeur marketing d'Apple Europe. Du coup, quand il parlait d'HEC, tu vois, il vendait tellement de rêves à tout le monde. À la fin de la conférence, tout le monde voulait faire HEC. Du coup, moi, je suis rentré chez moi, vas-y, je vais faire HEC et tout.
Mais je savais pas ce que c'était, hein. Enfin, juste un mec qui me raconte. Et là, t'es dans quelle classe à ce moment? Je suis en terminale. Ok, terminale, donc jusqu'en terminale, tu savais pas du tout ce que c'était qu'HEC. Tu connaissais plus les écoles d'ingé. Ouais, enfin, école d'ingé vite fait, hein, j'avais juste regardé 2-3 articles. École de commerce, je sais pas ce que c'est. On est en février-mars, donc juste avant que tu dois faire tes choix. Ouais, bref, et mon frère me dit que j'ai pas du tout le niveau pour HEC. Du coup, il m'explique ce que c'est, les prépas, tout ça. Donc je comprends que pour faire HEC, il faut faire une prépa. Moi, j'ai pas envie de faire cette prépa, donc je commence à regarder les écoles de commerce post-bac. Donc j'ai regardé tout ce qui était IESEG, ESCA, ESG. Là, je passe tous les concours. Et je rate tous les concours. Parce que, encore une fois, j'étais nul. J'étais pas très bon au lycée. Et bref, du coup, le seul truc qui me reste, c'est que j'avais quand même fait des choix. Donc... Oui, mais t'étais pas nul, t'étais pas bien préparé. Voilà. Bon, j'y reviendrai, mais ouais, je bossais pas beaucoup, je bossais pas du tout au lycée. Et ouais, en fait, du coup, j'ai dû faire une prépa par défaut. J'ai eu de la chance que... je connaissais pas trop les prépas, donc moi j'avais mis... Je pensais vraiment que j'étais le meilleur, même si j'étais nul, donc j'avais mis le grand H4, tout ça. Et juste, genre la veille, mon frère, genre, il regarde ce que j'ai mis comme choix. Et il me fait... attends... on va enlever Louis le Grand, on va enlever H4 et on va mettre on en garde une bien, mais les 5 autres on va mettre des trucs à ton niveau. Du coup on a mis 6 choix. Le dernier choix c'était le lycée Paul Valéry, la pire prépa de France et des dom-toms, et au final c'est celle que j'ai eue, la seule que j'ai eue, donc heureusement que je l'ai mis. Et ils sont où? Paris 12e. Paris 12e, du coup je fais une prépa alors que je voulais pas, mais j'avais pas trop le choix. Et je vais accélérer, mais en gros en prépa, on arrive et le premier truc que notre prof principal dit, c'est genre ça fait que 5 minutes qu'on est là, tu regardes autour de toi, tout le monde est un peu comme moi, personne ne sait pourquoi il est là. Et elle dit ouais, ça sert à rien de rêver, personne n'aura HEC dans cette classe. Ici, on vise Schema. Et tu vois, enfin, j'ai rien contre Schema, hein, c'est une bonne école, mais c'est juste en termes de émulation collective, en termes de motivation, en termes de comment les profs croient en toi, c'est un peu limité. Enfin, c'est pas... Tu vois, ça fait que 5 minutes qu'on est là, tu vois. Et ouais, il y a de quoi avoir un impact sur ta motivation et tous ceux qui sont ici. C'est ça. En plus, nous, on sait même pas ce que c'est encore HEC et on dit qu'on l'aura pas, donc tu vois, enfin, ça fait vraiment... Et du coup, c'est un peu comme ça, mes 2 ans de prépa. Je me rends vite compte que si je reste à Paul Valéry, je vais pas... Enfin, on va droit dans le mur et que le niveau il est pas terrible. Mais après, tu vois, enfin, c'est plus... Il y a beaucoup d'autocensure et c'est un cercle vicieux, tu vois. Alors que, du coup... Mais comment tu t'en rends compte, je veux dire? Comment tu arrives à réaliser ça? Tu compares avec des amis qui sont par exemple en prépa à Louis le Grand. Mais j'ai 0 amis en prépa à Louis le Grand, c'est le problème. Du coup, moi je connaissais que Paul Valéry. Et en fait, ouais, effectivement, c'est une très bonne question. En fait, tous les étés, quand j'étais au lycée, ma soeur me forçait à faire des colos ou des trucs parce que je sortais pas de chez moi. Puis à un moment, j'ai commencé à aimer. Et du coup, entre la première et deuxième année de prépa, je voulais faire un truc à l'étranger. Parce que c'est un peu plus marrant pour pratiquer mon anglais et pour pouvoir raconter un truc aux entretiens de personnalité. C'est la motivation de tout le monde, qu'est-ce que tu vas raconter à ton entretien de personnalité. Et en fait, je rencontre une fille, je vais en Islande pendant 3 semaines, qui est en prépa au Chartreux à Lyon, en prépa HEC aussi. C'est une ECE et très très bien classée. Elle me raconte un peu ses journées, combien de temps elle travaille, tu vois, les expectations des profs. Moi, je comprends que en fait, la différence de niveau, c'est là que je comprends que la différence de niveau, ça n'a rien à voir. Et je vais, oh putain. Et là, je me dis, ok, quand j'entre en deuxième année, je vais bosser, tu vois. Et ça marche super bien. En deuxième année, je suis le premier de la classe, hyper facile, parce que je travaillais pas beaucoup en première année non plus. Et ouais, deuxième année, je bosse comme un fou. Je suis en mode, vas-y, je cube pas, je fais tout ce que je peux. Et j'ai l'EM Lyon en admissible. Finalement, je suis admis à l'EDEC. Et là, j'ai commencé déjà à regarder les appartements à Croix et à Lille. Et en fait, plein de gens me disent
si t'as eu les decks à Paul Valéry, si tu cubes n'importe où, il y a moyen que t'es HEC, tu vois, en cube. Et bon, bah, je tente et au final, je me retrouve à Stan, lycée Stanislas. Et je vais pas tout raconter, mais, mais très vite, Stan, quand je me retrouve à Stan, je me rends compte encore plus de la différence de niveau. Et c'est pas que le niveau des étudiants, je pense que le niveau des étudiants, ça peut s'équilibrer, tu vois, si on est dans un bon système. Mais à Stan, tous les profs croient en toi, tout le monde te dit que t'auras HEC. Donc c'est l'inverse, tu vois. Donc ça fait un peu, tu passes du cercle vicieux à la prophétie autoréalisatrice. Je m'en souviens, moi j'avais jamais fait de triptyque de ma vie, je sais pas ce que c'était, et là, deuxième semaine on doit faire des triptyques. Je vous le qu'est-ce que c'est? Vous mettez déjà dans le bain, que ça se passait. Stress à fond. Et c'est marrant parce que je suis avant-dernier de la classe le premier semestre, alors que j'étais quand même le premier de la classe en deuxième année à Paul Valéry. Et là je suis cube alors que j'ai déjà fait le programme, j'ai déjà passé les concours, j'ai quand même eu le deck et je suis avant-dernier de la classe. Ça je trouve ça incroyable. Bref, non, je finis bien et ouais, au final, j'ai HEC. Mais si on revient à Stan, c'est important pour moi parce que c'est là où en fait la population démographique, le background des étudiants, et c'est l'inverse de Paul Valéry aussi, tu vois. Stan, c'est un truc. Non mais Stan, c'est tous les premiers de la classe de tous les lycées de province. Et Stan, je dirais, c'est plutôt des familles très très bien aisées, où tu vois un des parents a fait HEC ou est consultant, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, les gens sont exposés à ce que c'est une école de commerce, à HEC, qu'est-ce que tu fais après HEC. Et ça veut dire un peu, ils savent ce que c'est un triptyque, tu vois. Et je me souviens, ma première semaine, je croise des primaires à Stan, parce que c'est de la maternelle en prépa. Et il y a un primaire, il me fait « Bonjour, est-ce que vous êtes en prépa ?» Moi, putain, le mec, il a 6 ans, il sait déjà ce que c'est une prépa. Moi, j'ai découvert ça en terminale. C'est ça. Et tu vois, donc juste pour te dire, tu vois, c'est pas qu'une question d'argent ou de si ta famille est riche, mais c'est vraiment, à partir de ça, tout ce qui en découle. L'exposition à ces opportunités, à ce monde-là. À Paul Valéry, peu de personnes travaillaient après les cours, tu vois, le soir. Alors qu'à Stan, les gens se levaient à 5h du mat. Ils faisaient que de bosser. Donc pour moi, c'était vraiment deux mondes différents. Et c'est là où j'ai compris, en fait, où tu nais, tes parents, leur capital social, culturel, économique, ça influe vachement. Enfin, c'est hyper con de dire ça, tu vois, mais moi, je savais pas. Mais c'est ce que j'ai découvert à Stan, c'est que, ouais, en fait, ça influe tellement sur ta vie, sur ton avenir. Donc c'était comme une petite graine, tu vois, sur les inégalités sociales, tu vois. Mais bon, je me posais pas trop la question, moi, je voulais passer mes concours. Je m'en fiche. C'est ça. Et ouais, je passe mes oraux, je sais, j'avais trop peur. Je rêvais secrètement de les rater parce que j'avais trop peur. Donc finalement, j'ai réussi. J'arrive à HEC. Et lié à ce que j'ai dit, moi j'arrive à HEC, je sais pas du tout ce qui va se passer. Moi, tu sais, tu dois te forcer à trouver ce que tu veux faire de ta vie pour les entretiens de personnalité. Mais c'est pas du tout ce que tu vas faire de ta vie. Mais tu disais quoi pendant les entretiens? Je disais, je voulais faire de l'événementiel, organiser des événements. Et ça a bien marché. Connecter les gens. Ouais, bah, tu sais, en fait, à ce point-là, quand tu fais les entretiens, faut juste ce que tu dis, il faut que ça ait un rapport à ce que tu as fait avant. Et du coup, je me dis, en Islande, j'organisais des événements, donc vas-y. Au moins, je peux le justifier. Par rapport à je dis un truc random, je peux pas le justifier, les gens ils vont voir que je bullshit alors que tout le monde bullshit. Mais ouais, du coup c'est marrant, j'arrive à HEC, moi je voulais juste... En fait, la raison pour laquelle je voulais faire une école de commerce, parce que le mec là, le prof, il disait ouais les gens ils partent en échange, il y a plein d'étudiants internationaux. Et moi c'est le premier truc que je regardais dans les plaquettes, c'est quelles sont les universités partenaires. Et HEC, moi je voulais aller au Mexique. Faire en échange et je l'ai fait, donc j'étais très heureux.
Mais à part ça, moi, j'ai aucune idée. Et en fait, j'ai trop de chance parce que la première semaine à HEC, il y a le forum des associations, donc toutes les assos sont dans le même endroit et elles pitchent un peu ce qu'elles font aux premières années. Et c'est là où je découvre Enactus, Esper, c'est les 2 assos entrepreneuriat social d'HEC. Et les gens, ils ont l'air heureux, ils sont sympas, ils ont tous fait des stages dans ces trucs-là, ils disent que c'est stylé, je fais vas-y, je vais faire ça. Enfin, toi, je vais juste essayer d'aller dans les assos, et c'est hyper intéressant. Et de là, je prends tous mes cours, tous mes électifs possibles dans l'ESS, l'entrepreneuriat social, l'impact social et tout. Et ouais, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Tu sais, genre découverte de l'entrepreneuriat social, du fait de vouloir avoir un impact. Et j'étais pas forcément en mode je veux avoir un impact, c'était plus, il y a des gens qui font ça, ça a l'air cool. Parce que moi je suis arrivé, le mot conseil, je sais pas ce que c'est, tu vois. Moi j'imagine, j'ai l'impression que plein de gens arrivent et ils savent déjà ce que c'est via leurs parents ou via leurs grands frères ou leurs alumni même de prépa qui font ça. Donc moi, je suis pas forcément prédestiné à une voie ou une autre. Je suis juste en mode, ok, ils ont l'air sympas, je vais rester avec eux. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'entrepreneuriat social? Parce que tu aurais pu commencer avec eux, faire quelques séances, quelques meetings et te dire que ouais, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Tu vois. Qu'est-ce qui a vraiment attiré ton attention et tu t'es dit, ouais, il faut que je me documente un peu plus, que je prenne des électifs, des cours supplémentaires pour apprendre encore plus sur l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce qui a fondamentalement t'a poussé vers cette voie? Tu aurais pu commencer à aller dire, bon, non, peut-être que je vais essayer autre chose, quoi. Ouais, en fait, moi, il y a rien de particulier. Je dirais, pour moi, c'était logique que quand tu fais du business, il faut que ça ait un impact, il faut que toi ou ton entreprise contribue à rendre la planète mieux, à préserver l'environnement, à améliorer la vie des gens. Pour moi, c'était logique. Enfin, quand je découvrais ça, c'est plus en mode, bah, c'est normal, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un taf qui a un impact négatif, tu vois, sur la société et tout. C'était pas vraiment, pour moi, c'était pas un aha, c'est juste, je découvre ça, je trouve ça logique et normal et c'est sympa. Les cours sont bien. Il y a un des cours que j'ai pris en électif, il te paye un billet d'avion pour aller au Bénin. Et c'est marrant parce que maintenant HEC, ils parlent tout le temps d'entrepreneuriat social, de sustainabilité. Ouais, si, depuis quelques années, là, ils sont... Mais en 2014, je pense que c'était le début, mais oui. C'était pas encore ça. Oui, effectivement, oui. Et en fait, le cours... En plus, la majeure, elle est sortie, elle est écrite après, non? Puis après en 2015. Ça fait 10-15 ans que ça existe, mais à l'époque, c'était pas... Tu vois, ça dit maintenant, c'est la majeure, enfin, sustainability, c'est une des majeures, tout le monde veut faire. À l'époque, c'était un peu comme l'ESS en général. Je sais, on est 10. On est 10-20 dans tout le campus. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés. Ou des gens qui sont intéressés mais qui savent pas que ça existe. Parce que c'était pas des assos hyper connus. Alors que maintenant, je suis retourné à HEC il y a 2 ans. Et apparemment, Esper, c'est une des plus grosses assos d'HEC. Enfin, c'est incroyable. Du coup, c'est bien. Mais du coup, à Fac Planète, je choisis l'électif. Apparemment, il n'y a pas assez d'étudiants qui prennent l'électif, alors que c'était vraiment écrit dans le syllabus que tu vas avoir un billet, tu vas faire 2 mois à l'étranger, payé par HEC. Comme quoi, j'ai l'impression que les gens, ils sont vus, tu vois, fact, impact, et ils ont pas, c'est de la merde. C'est ça. Ouais. Ouais, du coup, effectivement, à l'époque, c'était pas forcément quelque chose qui intéressait vraiment les gens. Ouais, mais là, c'est bien, Mais ouais, du coup, en fait, l'électif là, on apprenait sur la mesure d'impact et on était matché avec un entrepreneur. Et moi et mon groupe, on était matchés avec Tristan Cochoyan. Du coup, il fait une startup qui s'appelle Power On. En gros, il fait des mini-grids dans les villages isolés du Bénin. Et sa vision, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, qui sont pas reliés au réseau national,
parce qu'en fait ce serait trop cher de connecter ces villages au réseau national parce que c'est trop loin, qu'il n'y a pas assez d'habitants. Du coup lui il fait des mini-grids où c'est des réseaux électriques indépendants où tu peux recharger par texto. En gros, ouais, j'ai besoin de 5 heures d'électricité pour mon frigo, j'envoie un texto à tel numéro et ça te crédite. Et ouais, lui c'était assez ouf comme expérience. Parce que ouais, c'est un mec, ça faisait 4 ans qu'il avait cette start-up, qu'il était au fin fond du Bénin, tu vois, avec sa cofondatrice béninoise, à essayer de faire tourner le truc. Et le mec, il a eu tellement de galères, mais il a jamais abandonné, parce que pour lui, c'était évident que sans électricité, il y a tellement d'opportunités qui manquent et tout, ouais, qui sont gâchées. Tu vois, lui, c'était vraiment... Le prototype même de l'entrepreneur social. Ouais, voilà. Il lâche pas et tout. Du coup, c'était beau à voir, tu vois. Et de rester avec lui tous les jours. Et ouais. T'as fait combien de temps là-bas? On a fait 7 semaines. 7 semaines sur place et plusieurs mois à distance. Où ouais, on essayait de comprendre son business et tout. Donc ça, c'était la première expérience. Deuxième expérience, j'ai fait un service civique à Hong Kong. Où en gros... le groupe SOS, ils ont une filiale au bout. Ouais, je crois que c'est une filiale, qui s'appelle Inco, qui est sur l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social, et ils ouvraient des incubateurs partout dans le monde. Et ils en avaient ouvert un à Hong Kong et ils recrutaient des services civiques. Donc j'ai postulé, j'ai été pris. Et je me suis retrouvé à Hong Kong pendant 6 mois. Et là, c'était pendant ta première année HEC? C'était, du coup, le Bénin, c'était entre la première et deuxième année. Deuxième année, j'ai fait mon échange au Mexique. Et à la fin de la deuxième année, j'ai fait ma césure. Du coup, ce truc à Hong Kong, c'était pendant la première césure. Et ouais, 6 mois à Hong Kong, on était 3. Et c'était trop bien. C'est là où j'ai tout appris. Sur l'entrepreneuriat social, sur comment travailler. Tous mes soft skills, tous mes business skills. Parce que je suis arrivé, ça avait 2 ans HEC, mais tu sais rien faire. Hein. Tu sais rien faire. T'as plus des connaissances théoriques, quoi. C'est ça. Là, en fait, on avait un groupe de 6 entrepreneurs sociaux. En gros, c'était un incubateur Tech for Good. Donc des entrepreneurs qui utilisent la technologie pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Par exemple, tu as un mec qui avait des gants connectés où, quand tu les utilises en faisant du langage des signes, ça transcrit le texte sur un téléphone. Tu as un mec qui avait une app qui faisait un appareil auditif pour les personnes malentendantes. Parce que c'est hyper cher une machine, tu vois, donc avec le téléphone, c'est quasiment gratuit. Et on va juste tout faire en notre pouvoir pour essayer de les aider. Et en gros, on connaissait leur business par cœur. Et dès que moi je rencontrais une personne, et ben je représentais les 6 startups en même temps. Tu vois, et selon ce que disait la personne en face, je tends un truc différent et j'essaye de connecter avec les startups. Et après aussi pareil, on était un jeune incubateur à Hong Kong, du coup un des challenges c'est de se faire connaître. On allait à tous les événements du pays de Hong Kong. On est allé tout seul et on parlait à tout le monde. Et tu sais, les gens ils nous aimaient bien à force, qu'on est les petits jeunes marrants, sympas, qui parlent à tout le monde, qui ont trop d'énergie, qui organisent des soirées sympas sur l'écosystème. Donc ça m'a appris à networker, à soutenir des entrepreneurs, à faire des partenariats, à envoyer des mails, à me présenter, à parler en public. Enfin, tous les trucs que j'utilise aujourd'hui, j'ai tout appris à Hong Kong pendant cette expérience-là. Ouais, pendant 6 mois. Et c'est marrant parce que, tu vois, c'était... j'étais en service civique et mon truc ma rémunération de service civique, ça couvrait même pas mon loyer à Hong Kong. Donc tu vois, de un, j'ai de la chance de pouvoir faire ça, et de deux, mais c'est pas facile non plus, tu vois. J'aurais pu faire mon stage, tu vois, en conseil ou en audit, mais ouais, tu vois, je me suis dit, vas-y, une césure c'est tellement stylé en vrai, tu peux faire tout ce que tu veux. Et je me suis dit, vas-y, je tente. Et ouais, j'ai l'impression que
quand tu vas à l'étranger, et notamment en Asie, c'est un shortcut, c'est un raccourci. En fait, on était 3, tu vois, donc les responsabilités, tout de suite, t'as plein de responsabilités, tu fais ce que tu veux. Nous, on avait des genre 100 idées tous les jours, et tu les implémentes, si ça marche, tu continues, si ça marche pas, tu t'arrêtes. Ça te donne trop le entrepreneurial mindset, tu vois. Donc, c'est trop stylé. Et ouais, autre gros moment, c'est en fait, à Hong Kong, j'ai décidé de faire une 2e année de césure. Ouais, en fait, j'ai trop appris en 6 mois. Bah vas-y, en fait, pourquoi est-ce que je ferais pas, si j'ai l'opportunité de faire une 2e année de césure, vas-y, je le fais. En fait, je me suis dit, un truc dans ma vie comme ça, où t'as 1 an, tu fais ce que tu veux, ça arrivera jamais, ou pas tout de suite, donc vas-y. Et c'était l'époque où je voulais vraiment retourner au Vietnam. Et je trouvais pas d'offre, je trouvais rien, je connaissais personne, donc je me suis juste dit, vas-y, je prends un billet d'avion et je verrai sur place. Et c'est comme ça que tu as atterri avec ta valise au Vietnam. C'est ça, avec mon sac à dos. Maintenant, j'ai une valise. À l'époque, j'avais un sac à dos. Ouais, en gros, j'avais mon vol. Bon, c'est un peu compliqué, mais en fait, l'histoire est marrante. J'avais un Paris-Hong Kong. Et parce que je voulais repasser à Hong Kong juste avant, juste pour voir mes potes. Et pareil, et après de Hong Kong, j'allais au Vietnam et je voulais juste trouver du taf et j'avais rien de prévu. Donc j'envoyais plein de mails un peu au hasard aux gens sur LinkedIn et tout. Et en fait, à l'aéroport à Charles de Gaulle, je rencontre quelqu'un qui a un pins sur son sac d'une des organisations avec lesquelles j'avais fait des partenariats à Hong Kong. Du coup, je me demande pourquoi quelqu'un qui n'est visiblement pas hongkongais a ce pins. Donc et je demande, je sais pourquoi t'as ce pins et tout. Elle fait parce que je travaille pour la même entreprise, mais au Cambodge. Du coup, on commence à parler et tout. Et en fait, c'est quelqu'un qui apparaît un gros réseau sur l'entrepreneuriat social en Asie. On me l'a présenté à une fille qui habite à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, qui était dans le même écosystème et qui pourrait peut-être m'aider à comprendre comment ça marche. Et du coup, je lui envoie un message. Le truc, c'est que moi, je voulais habiter à Hanoï. Elle était à Ho Chi Minh Ville. Du coup, elle me connecte avec 20 personnes de Hanoï que je contacte, mais personne ne me répond, à part une personne. D'accord. On se rencontre. Elle a un projet qui était de lancer un espace de coworking, un espace collaboratif pour tous les acteurs du changement à Hanoï. Et il recrutait et j'ai rejoint l'aventure. Et ça, c'était combien de temps après que tu sois arrivé au Vietnam? Ça, c'était 2 mois après. T'as fait 2 mois en train de chercher. J'ai fait 2 mois où j'ai fait du bénévolat dans un coworking space. Donc c'était marrant, du coup j'avais un espace où je pouvais venir travailler, chiller, et en même temps je les aidais un peu. Et je faisais plein d'autres trucs, c'est 2 mois d'exploration quoi, où j'essayais de découvrir, d'rencontrer le plus de monde possible. Et ensuite j'ai commencé. Et pareil là, c'était comme Hong Kong mais plus longtemps. Ça a duré 10-11 mois. D'accord. Tu as eu le temps de beaucoup plus aller au bout de ce que tu as commencé, tes projets. Tu as travaillé beaucoup plus de startups, j'imagine. Ouais, en fait c'était intéressant parce que en fait on voulait pareil, soutenir des entrepreneurs sociaux et on s'est rendu compte que à l'époque l'écosystème était un peu moins mature qu'aujourd'hui. Maintenant l'entrepreneuriat social au Vietnam c'est incroyable. Mais à l'époque, c'était dur de les identifier, surtout quand t'es pas vietnamien. Du coup, c'était dur de les identifier. Mais du coup, on a un peu changé notre cible et c'était vraiment citoyens qui veulent avoir un impact mais qui savent pas comment commencer. Donc on les aidait à prendre des actions individuelles, collectives, à lancer des projets. Et pareil, mon rôle c'était d'amener le plus de monde possible dans l'espace de coworking et d'événements. Et d'organiser le plus d'événements possible. Donc tous les jours, on avait des événements. Du coup, l'espace, ça brassait genre des centaines de personnes toutes les semaines. C'était incroyable. Donc ça, plus tout ce que j'avais appris à Hong Kong. Ouais, c'est ouf. J'ai trop appris. C'était ouf. Du coup, 11 mois. Et ouais, c'était trop chouette. Et après, à la fin, je suis rentré, j'ai fini mon master. Et pendant mon master...
Bon, c'est encore une autre histoire, mais mais qui voilà, on va T'as fait un master en quoi finalement? en marketing. En marketing, d'accord, ok. Parce qu'en fait l'histoire, c'est que j'ai postulé à la majeure entrepreneuriat d'HEC, mais j'ai pas été pris. Puis j'ai postulé à la majeure développement durable, j'ai pas été pris. Et du coup ils m'ont mis d'office dans le marketing. Et je me dis, bon bah ok, de toute façon j'ai pas trop le choix, hein. C'était ça ou des trucs de droit, genre oh, non. Travailler fiscal. Ouais c'est ça. Et du coup j'avais trop la haine en vrai, avant que ça commence. Oh là là. Et en fait, je me suis dit, vas-y, un des gros pain points des entrepreneurs sociaux ou des gens que j'ai observés dans l'écosystème, c'est qu'ils sont tous hyper passionnés, mais peut-être qu'ils manquent de business skills et de marketing skills. Je me dis si je comprends un peu plus le marketing, Si t'arrives à réussir à acheter cette code à ton âge, tu pourras c'est ça, aider beaucoup plus d'entrepreneurs c'est ça. aussi. Je peux être un peu plus utile. Et au final, en fait, c'était trop bien comme majeur. Les profs sont incroyables, trop sympas. Et en plus, je pense que après une année de césure et même 2, je savais exactement ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais pas besoin. Donc en cours, j'étais beaucoup plus attentif qu'en première, deuxième année. Et tu sais tu prends ce dont tu as besoin, quoi. Et je savais ce qui allait être utile pour moi. Et en fait, dernière histoire, et ça conclut la question comment je me suis retrouvé au PNUD. En fait, quand j'étais à Hong Kong, je faisais du bénévolat aussi. Du coup, avec une des assos locales, j'allais dans plein de gens, on allait dans des lycées qui sont pas vraiment exposés à l'internationalité de Hong Kong. Du coup, c'est des lycées assez locaux. Et on venait avec plein d'expats et on présentait notre pays. Moi, j'arrivais, je présentais la France et tout. Et la fille qui gérait les bénévoles, on est devenus potes et tout. Et c'est marrant parce qu'elle était assise à côté de moi, elle avait froid, donc je lui ai prêté ma veste. C'est comme ça que toujours aider les gens, c'est la meilleure manière de rencontrer des gens. Et on est devenus potes, et voilà, sans plus. Et en fait, pendant que j'étais en master, en fait, elle a suivi ce que j'ai fait au Vietnam, j'ai suivi ce qu'elle a fait, donc on a compris qu'on faisait des trucs similaires sans trop comprendre ce qu'on faisait. Mais voilà, quand j'étais en master, elle m'a fait « Hey, comment ça va? Est-ce que ça te dirait de rejoindre notre équipe? On va publier une annonce bientôt, c'est pour UNDP, basée à Bangkok. » Et au début, j'ai dit « Ouais, bah non, j'ai pas envie d'habiter à Bangkok, ni de travailler pour l'ONU, c'est quoi ce truc ?» Et bon, en vrai, après, j'ai dit ça à plein de gens, enfin non, tente ta chance, en vrai, s'ils t'ont repéré, en plus c'est l'ONU, enfin tu testes, puis si t'aimes pas, tu vois. Et ouais, au final j'ai postulé et j'ai été pris. Et ouais, et j'y suis encore, depuis juin 2019, ça fait 2 ans et demi. Maintenant je suis plus à Bangkok, mais je suis au Cambodge, mais là c'est tout. Maintenant je suis en télétravail tout le temps, donc je peux habiter où je veux. Et ma copine habite au Cambodge, qui est celle que j'ai rencontrée à l'aéroport dont je vous ai parlé. Donc ça c'est une autre histoire. Et ouais, ça fait 2 ans et demi, c'est hyper bien, mais je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Okay, donc là tu arrives au PNUD, voilà, donc ça fait maintenant 2 ans et demi que tu y es. En tout cas ton expérience était vraiment très intéressante et très enrichissante, j'espère qu'elle a inspiré beaucoup de personnes. Et donc depuis 2 ans et demi, qu'est-ce que tu fais au PNUD? Yes. Alors en gros, le projet... Du coup je suis dans l'équipe jeunesse du PNUD, Asie-Pacifique. Du coup jeunesse, comme je disais, donc 15-35 ans de tous les pays d'Asie-Pacifique, donc on a une trentaine. Donc ça va de l'Iran à la Mongolie, aux îles du Pacifique et à la Mongolie, donc ça englobe tout ça, donc c'est assez grand. Et en gros... T'as une équipe de combien de personnes? Quand je suis arrivé, on était 5 ou 6, je crois que maintenant on est 25. L'équipe régionale, et après on a des équipes nationales dans tous les pays. Donc c'est pas mal de monde. Et ouais, en gros, on travaille avec des jeunes pour les aider à se lancer ou à développer un projet existant qui a un impact social et environnemental. Et on définit impact social et environnemental si c'est
sous l'angle des objectifs du développement durable de l'ONU, donc les 17 objectifs à atteindre d'ici 2030. Et en fait, on a plusieurs programmes différents sous cette vision. Premier programme, c'est plus pour tous les entrepreneurs sociaux, donc vraiment aider les gens à monter leur business, à le développer, à avoir plus de clients, plus d'impact et à être soutenable, enfin je sais pas comment dire en français, mais les aider à avoir financial sustainability en gros et operational sustainability. Et en fait, l'angle qu'on a, c'est d'aider les entrepreneurs à toutes les étapes du parcours entrepreneurial, de la compréhension du problème, à l'idéation, au prototypage, lancement sur le marché, scalabilité, etc., etc. En fait, sachant, parce qu'on couvre une trentaine de pays, et la maturité des écosystèmes entrepreneuriaux est vraiment différente, que tu sois à Singapour, au Timor oriental, au Laos, etc. Et en fait, pour chaque étape, on va dire, on travaille avec plein de partenaires qui sont experts, des incubateurs, des accélérateurs, des fonds d'investissement, des grosses boîtes, etc., qui vont aider les entrepreneurs. Donc l'ONU, on est plus en mode position neutre, tu vois, dans l'écosystème. On est au milieu de tout le monde, en fait. C'est ça qui est bien. On est au milieu des jeunes, on est au milieu des gouvernements, on est au milieu des partenaires, et on les rassemble, en fait, parce qu'on a cette position un peu neutre. Et ça, c'est bien parce que c'est... En fait, il n'y avait que ça qui existait quand je suis arrivé. D'accord, c'était la première étape. Ouais. Et en fait, ça, c'est ce que je faisais plus ou moins à Hong Kong, mais de manière régionale, avec plus de moyens, avec beaucoup plus de gens. Et pour moi, c'était un peu le challenge. Ce qui est intéressant, c'est ok, vas-y, maintenant on va faire ça de manière régionale, avec plein de gens de pays différents. On va voir ce que ça donne. Deuxième programme, c'est similaire, mais c'est pour les jeunes ce que j'appelle les non-entrepreneurs. Parce qu'en fait, pas tout le monde veut être entrepreneur, pas tout le monde est prêt à devenir entrepreneur, et pas tout le monde ne veut l'être, ou pas tout le monde en fait s'imagine être entrepreneur encore. Donc on a un programme qui est un peu avant tout ça, et qui est vraiment sur le développement des compétences, des soft skills, comment être un citoyen responsable, comment utiliser Google, Facebook, email, tout ça. Donc tout ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Donc comment être prêt pour le futur, en gros, tu vois, dans un contexte où, je sais pas, que je crois la data c'est 85% des jobs de 2030 n'existent pas encore. De plus en plus, tu vois, les compétences que tu apprends à l'université, c'est pas les compétences requises par les employeurs. Taux de chômage des jeunes qui est incroyable. Enfin, voilà, c'est un programme de développement de compétences par le volontariat, par le bénévolat. Du coup, on travaille avec plein de jeunes qui en fait vont être, on va les former à devenir des facilitateurs. Par exemple, prenant le cas du changement climatique, en fait, on a un atelier de 2 heures sur le changement climatique. En fait, quand tu sors de l'atelier, tu comprends la science derrière le changement climatique, les conséquences, les causes, et qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle. Donc c'est un atelier de 2 heures. Et en fait, on va travailler avec plein de jeunes qui vont être bénévoles et qui vont participer à ce workshop. Mais ensuite, l'étape d'après, c'est ils répliquent ce même atelier dans leur communauté, dans leur famille, avec leurs classmates. Et après, ils forment les gens qu'ils ont formés à devenir eux-mêmes facilitateurs. Et en fait, à travers ce processus-là, ils développent plein de compétences, de confiance en soi, parler en public, communication, leadership, en plus d'en savoir plus sur le changement climatique. Parce qu'il faut être solide si tu veux former des gens là-dessus. Et on a ça avec tous les sujets dont je viens de parler. Et ça marche hyper bien. Ça, c'est un programme qu'on a lancé un peu après que j'arrive. Donc j'ai vu le truc naître et scaler à fond. Et le troisième, c'est le programme qu'on a, c'est vraiment axé changement climatique. Donc c'est un mix des deux, mais c'est vraiment comment, prenons un citoyen qui
qui a entendu parler du changement climatique, mais qui ne sait pas trop ce que c'est et qui a pas... Il mène sa vie, il ne sait pas trop ce que c'est. En fait, comment faire en sorte que ce citoyen prenne une marche d'escalier à la fois, où, ok, première marche, je comprends ce que c'est. Deuxième marche, je comprends ce que c'est et je comprends pourquoi c'est important dans mon contexte. Deuxième marche, c'est je comprends ce que je peux faire à mon échelle, puis je comprends ce que je peux faire avec d'autres gens, puis je comprends comment l'enseigner à d'autres gens, puis je comprends comment je peux rendre mon état accountable, en gros. Travailler, en gros, comment mes actions collectives vont devenir des actions qui influencent les actions du gouvernement ou les politiques du gouvernement, que ce soit par signature de pétition ou contribuer aux politiques publiques sur le climat, enfin ce genre de trucs. L'idée serait de rendre responsables les citoyens, on peut dire ça comme ça? Ou ça va au-delà? Ouais, c'est rendre... en fait, que chaque citoyen comprenne ce que c'est le changement climatique et comprenne comment ils peuvent influencer, avoir un impact, tu vois, mais à tout type d'échelle, que ce soit l'échelle individuelle, collective ou systémique, donc le système, gouvernement, les politiques publiques, etc. Et c'est notamment en participant aux négociations climatiques, tu vois. Parce qu'on est l'ONU, on a beaucoup de liens aux négociations climatiques. Donc il y a un parcours qu'on a développé et qui marche comme ça. Et à travers ce parcours, en fait, des gens vont soit se dire « Ah ouais, j'ai envie d'être entrepreneur social, entrepreneur climatique », donc on va les lier avec le premier programme. D'autres qui vont se dire « J'ai envie de former des gens sur le climat », donc on va les lier au deuxième programme. Enfin, tout est lié ensemble. Et ouais, ça aussi, c'est né un peu, quand j'étais déjà là. Du coup, c'est bien de voir le programme se développer. Et ouais, depuis 2 ans et demi, du coup, je bosse là-dessus, c'est trop bien. Je rencontre des gens trop stylés de tous les pays d'Asie-Pacifique. Et je commence à comprendre un peu plus les différences entre les pays. Parce que, tu vois, avant, tu peux te dire, bon, ok, c'est quoi la différence? Enfin, c'est nul comme question, mais tu vois, entre le Vietnam et le Bangladesh, moi, je saurais pas mettre de mots là-dessus. Mais bon, petit à petit, tu vois, on a des centaines de bénévoles du Bangladesh, des centaines de bénévoles au Vietnam. Tu observes leur comportement, tu vois, c'est marrant. Enfin, c'est une grosse expérience culturelle, je dirais, de comprendre, tu vois, de rencontrer tous ces gens de tous les pays différents. Enfin, c'est hyper enrichissant. Et ouais, juste de voir comment les gens, tu vois, ils prennent confiance en eux, ils inspirent leur communauté, ils ont un impact à leur échelle, c'est hyper bien. Et ouais, tous les jours des gens nous disent merci pour vos programmes, merci d'être là, c'est ça qui nous... ouais, c'est ça. D'accord, et là tu te vois bien continuer au CNUD pendant les 5 Je sais pas. C'est pas encore. Je sais pas. Peut-être parce que tu t'es aussi sur beaucoup d'autres choses, on va dire, en plus du travail. T'as dit au début de ta présentation que tu étais sur... t'avais lancé un podcast, ça s'appelle Lifeline. Yes. Depuis combien de temps? Ça c'est depuis août 2020, donc ça fait 1 an et demi en gros. Comment ça se passe? Ça parle de quoi? Entrepreneur social aussi? C'est pas forcément entrepreneur social, mais c'est plus des parcours de gens engagés qui ont tous, tu vois, une cause qui leur est chère, que ce soit comment faire en sorte que plus de femmes jouent au basket, comment faire en sorte que on puisse sauver les enfants qui sont trafiqués au Vietnam, comment faire en sorte que les gens considèrent le changement climatique, comment faire en sorte que les gens tu vois, comment dire, il y a une fille au Népal qui va dans les villages isolés, les villages un peu lointains, et qui fait plein de formations sur la nutrition et sur la santé basique, parce que c'est des choses que les habitants n'ont pas accès. Tu vois comment, par exemple, elle me racontait l'histoire que
que beaucoup de mamans dans ces zones-là au Népal ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Donc voilà, c'est la personne que j'ai interviewée, du coup elle va dans les villages et elle explique. Elle forme les mamans à nourrir leurs enfants par exemple. Donc voilà, c'est un peu plusieurs sujets variés en fonction des personnes, mais du coup ma question c'est d'où t'es venue l'idée de faire un podcast par exemple? Ouais. Pourquoi t'as voulu en faire, puisque tu travailles déjà dans l'environnement social là, depuis à l'UPNUD? Pourquoi t'as senti le besoin de faire un podcast, d'interviewer des gens pour... Voilà. Ouais. En fait pour moi, un des trucs les plus importants, et c'est en lien avec tout ce que j'ai dit, mais un des trucs les plus importants, que ce soit pour savoir ce que tu vas faire plus tard, pour te motiver dans la vie, pour avoir un impact social, c'est que tu aies des modèles de réussite, des gens qui t'inspirent. Et tu vois, tous les gens que j'ai interviewés, ils sont hyper inspirants. Des feedbacks que j'ai, c'est que quand les gens les écoutent, ils disent ouais, putain, cette personne est trop stylée, j'ai envie de faire pareil, ou j'ai appris ça, ou ça me donne la motivation de continuer ce que je fais moi-même. Parce que souvent, tu vois, HEC, c'est trop bien, maintenant ils poussent l'entrepreneuriat social. Maintenant, ils mettent la tête d'entrepreneurs sociaux partout dans le campus. Et ça. Parce que tu vois, quand tu intègres HEC, les modèles de réussite prônés par HEC sont assez limités, tu vois. C'est des gens qui ont fait carrière dans les banques d'affaires, dans le conseil, peut-être le marketing, mais ça se limite. C'est comme s'il n'y avait que ça que tu pouvais faire de ta vie. Et tous ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans, et c'est bien qu'il y en ait qui se reconnaissent là-dedans, mais tous ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans, ils se disent qu'est-ce que je peux faire de ma vie, puisque les alumni d'HEC, ils ont fait que ça, ou les gens que HEC met en avant, ils ont fait que ça. Et maintenant, ils vont passer la porte d'entrée d'HEC, ils voient ce mec, un entrepreneur social. Ah ouais, je vais être comme lui, tu vois. Et donc pour moi, c'est hyper important. Et tu vois, plein de gens que j'ai interviewés, pareil, tu sais, quand ils sont jeunes, il n'y a pas de modèle de réussite, ils savent pas, ils sont un peu perdus, ou des gens, ils grandissent et ils ont un modèle de réussite et ils veulent être comme cette personne. Donc pour moi, c'était important que non seulement des gens qui soient engagés continuent de l'être, parce que c'est difficile, mais aussi qu'ils soient reconnus et qu'ils puissent inspirer d'autres gens à faire ce qu'ils veulent. Et tu vois, pour moi, l'exemple le plus frappant que je raconte tout le temps, depuis que je travaille en Asie-Pacifique, c'est au Bangladesh. Tous les jeunes, ils ont 20 ans, ils sont à l'université, ils ont lancé leur propre ONG, ils ont lancé leur propre entreprise sociale et ils sont bénévoles dans plein d'assauts. Et ils sont tous comme ça, tu vois, tous les jeunes du Bangladesh avec qui je travaille. Moi, je trouve ça incroyable, genre pourquoi un mec à 20 ans, il est déjà beaucoup plus avancé que moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est parce qu'au Bangladesh, depuis 40-50 ans, t'as Mohamed Yunus qui inspire toute une nouvelle génération de jeunes. Parce que le mec, il est successful, tout le monde le connaît, prix Nobel de la paix, il est riche. Mais tout ça parce que il a eu un impact social incroyable. Et du coup, tout le monde, tous les jeunes veulent être comme lui. Et tous les parents sont d'accord pour que leurs enfants deviennent comme lui. Parce qu'ils savent, ok, peut-être que c'est le prochain prix Nobel. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que une fois que, tu vois, HEC, tu te dis, je vais être entrepreneur social, mais tout le monde fait du conseil, tu peux te dire, ça te fait douter, genre, je sais pas, personne n'a fait ça avant. Après, tes potes peuvent te dire, non, mais c'est rien que tu fasses ça, va faire du conseil, c'est bien, tu vois. Donc après, t'as la peer pressure, la pression de ta famille, de la société. Alors quand t'as des modèles de réussite comme ça, tu te dis, ok, eux l'ont fait, moi aussi. Tu sais au moment pire où tu peux tomber si tu continues sur la voie, en fait. Ouais, c'est ça. Plutôt que de te dire, ouais, tu es peut-être sur une voie où il n'y a pas d'issue, finalement, alors qu'à côté, il y a des voies qui sont royales, en griffe. Ouais, c'est ça. Plutôt sûr, voilà. Au lieu de te lancer dans le néant, voilà. Maintenant que tu vois, par exemple, des modèles de réussite, comme par exemple le cas de Mohamed Yunus, tu es un peu plus rassuré. Voilà. Tu peux aussi rassurer les gens qui te mettent la pression, par exemple, la famille et tout. C'est ça, et puis ça devient un concept entrepreneur social que les gens comprennent. Tu vois, si tu dis entrepreneur social, il y a 10 ans, il y a 15 ans à n'importe qui en France, ils vous disent, mais c'est quoi ça, tu vois, en fait, il faut aussi que les gens comprennent. Toi, tu dis, comme Mohamed Yunus, comme je sais pas qui, tu vois, les gens ils connectent, ah oui, oh, d'accord, ils comprennent ce que c'est.
Mais tu n'en parles pas assez, mais le podcast, il marche plutôt bien en Asie Pacifique, si tu donnes un peu les chiffres. Ça va, tu vois, je dirais pas. Je sais pas si ça marche hyper bien, mais je reçois des feedbacks. Parce que pour continuer, il faut quand même être un peu motivé, tu vois. Si tu fais une activité, tu mets une activité où tu n'as pas de feedback positif, tu vois. Ouais, c'est ça. Rapidement, tu vas t'ennuyer, tu vas laisser tomber, tu vois. Donc si tu continues, ça fait maintenant 1 an et demi que tu continues en plus du travail. Donc c'est que derrière, ça marche, il y a des résultats. Donc si tu peux en parler, par exemple, des résultats que tu trouves peut-être minimes, mais... Non, ouais, enfin moi, ouais, c'est vraiment ce qui m'encourage à continuer, c'est pas tous les jours, mais toutes les semaines, j'ai 1-2 feedbacks de gens qui me disaient j'ai écouté cet épisode, c'est trop bien, je me reconnais tellement dans ce qu'a dit la personne, ou je pensais que j'étais la seule personne qui pensait ça, ou je savais pas que ce problème existait, ou ça me donne envie de m'informer sur ce problème. Où j'avais une journée de merde, mais ça m'a trop redonné la pêche. Toi, ce genre de truc, tu reçois sur Insta, Facebook. Ça fait trop plaisir. Et il est disponible sur Spotify aussi. C'est sur Spotify aussi le podcast. Ouais, du coup, mon podcast s'appelle Lifeline. C'est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, YouTube, c'est partout, sur mon site. Il était en top, j'imagine, à une époque. De temps en temps, en fait, ça fluctue vachement parce que c'est selon, tu sais, quand tu postes des épisodes. Mais ouais, de temps en temps, je comprends pas trop comment ça marche, hein, parce que parfois il y avait le Spotify Wrapped, tu vois, récemment là, genre ton année 2021 sur Spotify. Du coup, je regardais mes datas et apparemment j'ai quelqu'un de Bolivie qui écoute quasiment tous mes épisodes. Mais je sais pas qui c'est. Du coup, ça fait plaisir. Mais ouais, non, je suis partout. Et ouais, de temps en temps, en fait, quand tu as un épisode qui est beaucoup écouté, tu vas monter dans un classement et ça dure quelques jours. Après, tu vois. Mais ouais, pour moi, c'est les feedbacks. Après, aussi, chaque conversation que j'ai avec les gens, c'est hyper inspirant. Donc, Après, effectivement, ouais, c'est beaucoup de travail. Hein. Moi, je suis tout seul sur le podcast. Je cherche les invités, je fais des recherches, je fais l'interview, je fais la post-prod, je publie sur le site et sur les plateformes, je fais la promotion, je fais tous les visuels et les vidéos sur social media. Et on recommence pour un autre épisode. Donc c'est fatigant, hein. Et en plus, moi je savais pas comment faire un podcast au début. tu regardes genre 20 heures de vidéos YouTube et t'as toujours pas compris. Mais bon, là maintenant tu es plutôt à l'aise. Ouais, c'est bon, maintenant plein de gens me demandent comment faire un podcast. Du coup, c'est plutôt bien. Ouais. Et donc en plus de ça, t'as dit que t'es professeur. Oui. C'est au Bangladesh, c'est ça? Non, au Cambodge. Au Cambodge, ouais. Ça. Tu peux parler un peu de cette expérience? Ouais, bah du coup je suis prof de business plan à l'université royale de droit et de sciences économiques. Donc c'est la plus ancienne université du Cambodge. Du coup j'ai des étudiants qui sont en master 2 du master d'entrepreneuriat. Et en fait, ouais, pour moi c'était... c'est vraiment ouais, je l'ai fait pour l'expérience, hein. Tu sais, j'ai pas le temps, mais je me suis dit putain, vas-y, être prof à l'université, c'est marrant. J'ai toujours voulu essayer. Et en plus en master, la moitié des étudiants ils sont plus âgés que moi. C'est hyper drôle. Mais ouais, je voulais tester. Et après, ça m'a fait réfléchir. Quels ont été mes bons cours à HEC, mes mauvais cours, pourquoi. Et en fait, le truc, c'est que je facilite et je conduis plein de formations avec mon travail à OPNUD. Du coup, on développe des méthodos, on lit plein de méthodos sur comment faire en sorte que ta formation est hyper interactive, marrante, que les gens puissent retenir l'information. Et tout ça, j'ai utilisé dans mon cours. Et ouais, ma philosophie du cours, c'est que ce soit un truc participatif, où je suis pas un prof et les gens ont peur de moi, mais qu'on soit à pied d'égalité, et où, en fait, ils utilisent ce cours, parce que tu vois, les cours de business plan, partout, je sais, tu fais un truc sur un truc fictif,
c'est chiant, t'écris 50 pages, ça sert un peu à rien. Moi, je voulais faire un truc où en fait chacun vient avec son idée de boîte et que tant qu'à faire, tout le monde passe du temps dans ce cours et à faire les assignments, tant qu'à faire, fais-le sur une de tes idées que tu as toujours rêvé de lancer, tu vois. Du coup, c'est ce que je conseille aux étudiants. Il y en a qui le font, il y en a qui le font que pour les notes. Bon, tant pis pour eux, hein, mais voilà, moi je me dis, tant qu'à faire, tu passes tes mardis et jeudi soir, 3 heures, faire un truc sur un de tes projets perso, quoi. Et ouais, j'ai bon feedback aussi. C'est dur, ça prend énormément de temps et je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Maintenant, je compatis tellement avec les profs d'HEC. Ça prend pas encore 3 heures. Tu compatis maintenant avec les profs, c'est ça? Ouais, mais pas encore 3 heures, faut au moins 3 fois le temps. Ouais, pour préparer, le follow-up, le faire. Et ouais, ce qui est marrant, c'est que ça se voit en 1 seconde les étudiants qui écoutent pas. Donc les étudiants, ils ont beau faire genre, mais en fait, et quand t'es étudiant, tu te dis que t'es le meilleur, enfin que tu peux corriger et tout, mais en fait, tout se voit tellement facilement. Donc c'était marrant, cette perspective de passer de l'autre côté. Mais tu continues d'être professeur ou t'as fini? Ouais, j'ai fait 2 semestres là déjà. Du coup 2 années différentes, 2e semestre de l'année dernière et 1er semestre de cette année. Et ouais, Tu comptes continuer si t'es toujours au Cambodge? Ouais, je pense. J'aimerais bien changer En fait, ouais, chaque année j'apprends, tu vois. Première année, c'est dur. Du coup j'ai essayé d'améliorer cette année, mais c'était encore dur. Parce qu'en plus c'est en ligne, donc c'est un peu chiant. Mais du coup, ouais. En fait, j'apprends chaque année, tu vois. Donc, petit à petit, t'améliores ton cours. Et ouais, je sais que ma manière d'enseigner est genre très différente de la manière d'enseigner des autres profs, je dirais. Du coup, les étudiants, ils ont besoin de s'adapter. Ils n'ont pas l'habitude de participer autant. Mais non, c'est marrant. Enfin, pour moi, c'est une expérience... Tu vois, en France, pour être prof, faut être un expert dans ton domaine, tu vois. Moi, là, je suis pas un expert, mais je prends le truc vraiment au sérieux. Donc, j'ai un bon... Enfin, tout le monde dit... y a plein d'étudiants qui m'ont dit, à la fin des cours, ça a été le cours le plus interactif de ma vie. Donc, je suis content quand ils disent ça, tu vois. C'était l'objectif. Et des étudiants, ouais, ils vont vraiment essayer de lancer leur boîte par rapport au projet. Moi, j'aimerais bien que ce soit un cours plus... pratique. Et bon, je suis obligé de faire tel ou tel assignment. Mais pour moi, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est pas l'écriture d'un business plan, mais il faut take action le plus vite possible, quoi. Il faut parler à tes clients, prototyper. Faut pas écrire un business plan, mais bon, moi, je suis obligé de leur faire ça, tu vois. Donc, comment faire en sorte que ce soit quand même utile? Donc on arrive bientôt à la fin de l'entretien et j'aimerais que tu donnes des conseils par exemple à quelqu'un qui soit intéressé par l'entrepreneuriat social. Donc, des conseils qui peuvent être appliqués pour soit un jeune qui vient d'avoir son bac ou quelqu'un qui est en master ou encore quelqu'un qui travaille, qui souhaiterait faire une réorientation professionnelle par exemple. Voilà, donc vers l'entrepreneuriat social. Je dirais pour commencer, l'entrepreneuriat social en fait est-ce que vous êtes intéressé pour être le fondateur d'une entreprise sociale ou est-ce que vous êtes intéressé pour travailler dans une entreprise sociale ou travailler dans l'écosystème? Moi, c'est 3 choses qui sont liées mais qui sont différentes. Et parce que moi, je suis... Toi, il y a un peu le... Comment on dit? En France et partout en fait dans le monde, il y a le culte du fondateur. En fait, un fondateur... réussit parce qu'il y a des gens derrière, parce qu'il y a un écosystème. Pour moi, c'est bien de fonder une entreprise sociale, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire autour de ça. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pourquoi. Et après, en manière générale, quelles sont les... Pour moi, la question que je pose souvent aux gens, c'est quelles sont tes causes? En gros, quelles sont les causes auxquelles tu tiens vraiment, pour lesquelles tu es prêt à te battre, pour lesquelles tu es prêt à débattre, pour lesquelles tu es prêt à convaincre les gens, tu vois. Et ça peut être
l'égalité des chances, l'égalité des genres, changement climatique. On a tous une cause, tu vois, auquel on tient vraiment et qui vient de notre histoire, des problèmes qu'on a vécus, des problèmes qu'on a vus auprès de nos proches, des injustices qu'on a subies, de gens qu'on a rencontrés. Donc pour moi, tout vient de là. Quelles sont tes causes ? Une fois que vous avez identifié vos causes, compris le problème, en fait, explorer, il y a plein de ressources disponibles en ligne, que ce soit des MOOC, des podcasts, des portraits d'entrepreneurs sociaux, des magazines. Moi, je peux citer Make Sense. Allez sur le site de Make Sense, makesense.org. Il y a tellement de ressources sur l'entrepreneuriat social, ils ont tellement d'événements, donc essayez de participer à tous les événements de Make Sense. Et la deuxième organisation que j'aimerais recommander, c'est Ticket for Change. Pareil, ils ont plein d'événements, plein de ressources. Et ils ont aussi un MOOC qu'ils ont fait avec HEC, devenir entrepreneur du changement. Un MOOC, un MOOC gratuit. Et bref, c'est pour tous les gens qui veulent devenir entrepreneur social. Et en fait, ils te guident pas à pas, ils te montrent des exemples d'entrepreneurs sociaux, quels ont été leurs challenges, leurs victoires, leurs succès. Et ouais, je connais pas mal de gens qui ont lancé leur projet après avoir fait ce MOOC. Donc ouais, voilà, en fait, posez-vous les questions. C'est quoi votre rôle autour de l'entrepreneuriat social ? Quelles sont vos causes ? Et ensuite, explorez. Explorer l'entrepreneuriat social, explorer toutes les ressources, rencontrer des gens et lancez-vous. D'accord, ok, on arrive à la fin. Je vais te demander 3 citations. Trois citations qui t'inspirent, que tu aimerais bien partager, ce qu'elles représentent pour toi aussi. La première citation, je ne sais plus de qui c'est, mais c'est il y a 1001 définitions du mot aventure. Le mot aventure est lui-même le dictionnaire de la vie humaine. En gros, tout ça pour dire que en fait, le mot aventure, tu vois, c'est vraiment personnel. Que t'ailles, si on parle vraiment de l'aventure, imagine, tu voyages en stop dans toute la France, c'est une aventure pour certains. Si tu restes dans un hôtel 5 étoiles, ça peut être une aventure pour d'autres. En fait, l'aventure, ça se vit tous les jours. Et pour moi, c'est quelque chose à voir aussi avec la définition du mot succès. Quelle est ta propre définition du mot succès ? Tu vois, pour taper une dernière fois sur HEC, tu vois, en 2014, la définition du succès, pour la majorité des gens, c'est d'avoir un haut salaire et un CV prestigieux. Et en fait, non, c'est parce qu'on n'était pas trop exposé à d'autres définitions du succès. Mais en fait, jamais en France, que ce soit en primaire, collège, lycée, prépa, université, on nous demande quelle est ta définition du succès. On te pose ces questions-là. Donc pour moi, ça a été hyper libérateur de comprendre qu'en fait, on a chacun sa propre définition du succès, qui peut être dépendante de ton salaire, de ton CV, mais pas que. Ça peut être dépendant de les relations que tu as avec tes parents, tes amis, ton partenaire, avec l'impact social que tu as, avec tes conditions de travail, avec qui sont tes collègues, avec quelles sont les causes sur lesquelles tu travailles. Donc, à quel moment est-ce que tu te considères successful, et quelle est ta propre définition du succès? Pour moi, c'est hyper important qu'on se pose la question au moins. Deuxième citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit: si vous voulez construire un bateau, ne dites pas aux gens de couper du bois, de scier des arbres, de monter sur le pont, de construire un mât, etc. Mais apprenez-leur à aimer l'océan. Apprenez-leur à tomber amoureux de l'océan. Et pour moi, c'est vraiment une citation importante pour tout ce qui est à voir avec le leadership, tu vois. Et je sais pas si tu connais le TED Talk Start With Why, mais c'est exactement ça, en gros.
si tu veux faire quelque chose, tu vois, une fois que tu as identifié ta cause, qui est plus grande que toi, mais tu as une vision, tu t'es créé une vision du monde, de ton monde idéal, et en fait tu vas pouvoir inspirer les gens non pas par ce que tu fais, mais par la vision du monde que tu as, par une vision du monde partagée que tu aurais avec d'autres gens. Donc pour moi c'est hyper important, et c'est comme ça que ça marche, hein, c'est vraiment inspirer les gens non pas par ce que tu fais vraiment concrètement, mais par la vision que tu as de ton monde idéal. Parce que si les gens partagent ta vision, ils seront plus aptes à t'accompagner malgré les différences. Et la troisième citation, la dernière, c'est un proverbe mexicain. Bon, en français ça sonne bizarre, hein. Il voulait nous enterrer, mais il ne savait pas que nous étions des graines. D'accord, c'est très beau ça. Ouais, moi j'adore cette citation. Le fait que les gens veuillent t'enterrer, c'est ça qui te fait grandir. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir éclore, en gros. Et c'est pareil que la citation, tu vois, 7 fois à terre, 8 fois debout. En fait, il faut continuer, c'est difficile, on a tous des vies difficiles, l'entrepreneuriat social c'est difficile, en fait, faut continuer quoi. 7 fois à terre, mais tu te lèves 8 fois et t'avances. Et c'est dur, hein, mais c'est tellement dur, mais c'est comme ça que ça marche, hein, tu vois, personne n'a une vie facile, donc faut y aller quoi. Et si tu te vois comme une graine, je trouve que ça tout de suite ça rend les choses. T'acceptes le fait qu'il y a des challenges, t'acceptes le fait qu'il y a des difficultés et t'avances et t'essayes comme une graine, tu vois. T'as besoin d'être enterré pour pouvoir éclore et devenir une belle fleur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si comme moi vous aimez un peu l'univers des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, j'ai fait une vidéo avec Kanvali Fadiga qui me raconte son parcours à l'école polytechnique. Merci.